Bonjour, alors une première vidéo sur la récursivité pour vous présenter le fonctionnement de ce paradigme de programmation, de cet outil de programmation, et comment ça remplace une boucle allègrement. Alors, on va commencer simplement par un petit jeu dont je vous avais parlé sur le Discord. Il s'agit du jeu Robozel. Alors, je vais directement sur la page du jeu, et puis on va essayer. Donc dans ce jeu, vous avez un petit robot qui est présenté par cette flèche en bas, et puis l'objectif, c'est simplement que le robot ramasse toutes les étoiles qui figurent sur, sur le plateau sur lequel se trouve le robot. Alors pour ce faire, je vais devoir faire un programme qui va permettre au robot d'avancer. Et puis ce programme, j'ai des cases qui permettent de le définir. Et notamment, j'ai une option qui consiste à dire j'avance mon robot d'une case. J'ai une autre option qui dit alors ça me permettra d'avancer mon robot d'une case jusque-là. J'ai une autre option qui me dit je peux tourner à gauche ou à droite. Donc ici, après avoir avancé une case, je vais tourner à gauche. Ensuite, j'ai envie d'avancer de nouveau, tourner à droite. Et puis, je vais continuer comme ça. Je peux avancer, tourner à gauche, avancer, tourner à droite. Sauf que j'ai un nombre de cases limité. Et donc, en répétant ce processus, j'ai mangé 4 ou 5 étoiles. Mais j'arriverai pas à manger toute ma chaîne. Alors, pour manger toutes les étoiles de mon plateau, il me faut une boucle. Et cette boucle, elle va être réalisée par justement ce qu'on appelle un appel récursif. Donc, je vais demander à mon programme de recommencer à exécuter la même fonction que celle dans laquelle il est. Alors ça, je peux le faire. Ici, je vois que j'apparais un F1 qui me dit revenir au début. Et donc, si je fais ça, je peux simuler. Je vois que si j'avance, on voit le petit trait en dessous de la flèche qui me dit où est-ce que j'en suis dans mon programme. J'avance, je tourne à gauche, j'avance, je tourne à droite, j'avance, je tourne à gauche, j'avance, je tourne à droite. Et puis là, mon appel, mon instruction, c'est simplement un appel à la fonction F1. Donc, je vais revenir au début de ma fonction. Je reviens au début de ma fonction. J'avance, je tourne à gauche, j'avance, je tourne à droite, et ainsi de suite. Et de cette sorte, ainsi de suite, j'arrive au bout de mon puzzle. Alors vous vous rendez bien compte que j'aurais pu faire beaucoup plus court, puisque j'aurais pu faire mon appel à F1 dès cette case-là, et supprimer tout le reste. Ça marchait aussi. Donc je vous laisserai faire le test. Donc voilà. Et puis si je lance, puisque c'est déjà fait, voilà, on voit que c'est réalisé. Donc avec cette option-là, je peux faire des boucles de façon différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors je repasse à mon diaporama. Et puis, on va faire la même chose en Java maintenant. Donc, le premier exemple, c'est un petit programme Java qui calcule un log en base 2 d'un nombre. Alors, le log en base 2 d'un nombre, si vous savez toujours pas ce que c'est, je vous invite à réviser un petit peu vos maths. Le log en base 2 d'un nombre, c'est très important pour un informaticien puisque c'est le nombre de fois qu'il faut diviser le nombre de départ par 2 pour atteindre quelque chose qui est, alors je dis 1 ici, mais quelque chose qui est plus petit que 2 si je prends la partie entière du nombre. Donc ici, du coup, dans le cas général, c'est un nombre à virgule, mais dans mes exemples là, enfin, mais ici, ce que va renvoyer cette fonction, c'est un nombre entier qui est la partie entière du log en base 2. Très bien, alors comment je fais ça? Naturellement, je peux me dire, je vais faire une boucle while, tant que le nombre est plus grand ou égal à 2, c'est que je vais le diviser par 2 encore une fois, et puis je vais augmenter mon nombre de fois où je vais diviser par 2 d'un, et puis quand il sera plus petit que 2, ce sera que j'ai atteint 1 ou un nombre entre 1 et 2, et je vais m'arrêter en renvoyant le reste. Donc c'est ce que fait ma boucle while qui est présente ici. Tant que le nombre est plus grand que 2, alors je fais ça. Donc ici dans ma boucle while, je vois bien que cette condition-là est nécessaire pour que ma boucle ne tourne pas à l'infini, et puis deux opérations, augmenter raise et puis diviser ou diminuer le nombre. Alors maintenant, je vous écris le même programme différemment avec aucune boucle, simplement avec ici, ce qu'on voit là, qui est un appel à la même fonction que celle qui est écrite ici. Donc cet appel, c'est très simple. Au moment où ma fonction est finie d'écrire, ma fonction elle fonctionne. Donc je peux supposer que le résultat de cet appel est le résultat du log en base 2 du nombre divisé par 2. Et puis comme le nombre de fois qu'il faut que je divise un nombre par 2 pour atteindre 1, c'est 1 de plus que le nombre de fois où il faut que je divise la moitié du nombre par 2 pour atteindre 1, eh bien c'est ici que j'ai une récurrence en disant que le log en base 2 d'un nombre, c'est 1 plus le log en base 2 du nombre divisé par 2. Donc cette partie-là, c'est le cœur du programme. Alors j'ai un souci, c'est que si je dis simplement ça, ça ne suffit pas, il faut que je décide quand est-ce que le log en base 2 vaut 0. Et ce cas-là, c'est simplement le cas où, si le nombre il est plus petit que 2, strictement, alors je dis, je peux m'arrêter, c'est le cas contraire du mon while tout à l'heure, et je renvoie 0. Donc voilà un programme, si vous le testez, il fonctionne parfaitement pour calculer la partie entière du log en base 2 d'un nombre.
Alors, un petit exemple pédagogique, je prends une fonction mystère ici qui prend un nombre n et puis qui calcule n fois la valeur mystère de n-1. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction? Réfléchissez-y quelques instants. Je ne vais pas attendre parce qu'on est en vidéo. En fait, cette fonction, simplement, elle tourne à l'infini. Elle fait une boucle infinie. Pourquoi? Ben parce que j'ai aucune condition d'arrêt. Jamais cette fonction ne s'arrête. Elle fait toujours un return qui contient un appel à la même fonction. Donc cette fonction s'appelle en boucle à l'infini. Et votre programme va sans doute s'arrêter à un moment parce que la mémoire sera pleine d'appels récursifs. Donc il faut bien penser, comme on l'a fait au coup d'avant, à faire une condition d'arrêt en disant, bah, dans une certaine famille de cas, la fonction ne fait rien et renvoie directement un résultat. Donc sur la diapo précédente, c'était ce if là qui servait de condition d'arrêt qu'il ne faut pas oublier. Alors, donc bien évidemment, vous allez prendre les mêmes précautions quand vous faites ça que si vous utilisiez un while standard et vous allez utiliser cette fonction en réfléchissant bien à la condition d'arrêt, de ne pas faire de boucle infinie parce que c'est beaucoup plus facile en plus de le faire une boucle infinie qu'avec un while. Donc en gros, le schéma à retenir simplement, le schéma pour votre fonction, c'est si j'ai une certaine condition, alors je m'arrête, ça c'est ce qu'on appelle la condition d'arrêt. Et puis, dans le reste des cas, j'ai un traitement récursif. Et si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, il faut bien se rendre compte que pour faire ce calcul, pour faire cette opération, vous allez partir de l'hypothèse que votre fonction, elle fonctionne avant même que vous l'ayez écrite, et que l'appel récursif, ici, qui va appeler ma fonction récursive, va forcément renvoyer la bonne valeur puisque votre fonction fonctionnera. Alors, bien sûr, on ne peut pas écrire ma fonction récursive, c'est ma fonction récursive. Il faut qu'il y ait un changement un petit peu dans les paramètres d'appel. Alors, cette précaution la fonction d'arrêt, de la condition d'arrêt, elle ne suffit pas toujours à garantir que la fonction s'arrête. Dans certains cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, je vous ai donné ici l'exemple de la suite de Syracuse, qui est très connue, qui prend en entrée un paramètre n, qui est un entier positif. Et puis, donc ici, quand n est plus petit ou égal à 1, je décide que je m'arrête. Et puis, dans tous les autres cas, si n est pair, je continue sur la suite avec n sur 2. Si n est impair, je le multiplie par 3 et je l'ajoute 1. Cette suite, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête a priori. On ne sait pas expliquer pourquoi elle s'arrêterait ou pas, puisque quand on calcule 3n plus 1, c'est un nombre beaucoup plus grand que n, donc potentiellement on peut remonter très loin. Elle a un comportement assez chaotique, assez imprévisible, mais pour toutes les valeurs où elle a été testée jusqu'ici, elle s'arrête. Est-ce qu'elle s'arrête toujours? On ne sait pas, c'est une conjecture, c'est un problème de maths classique. De façon très générale, quand on écrit un programme et décider s'il s'arrête ou non, c'est un problème indécidable en général. Il suffit qu'il y ait des while ou des appels récursifs dedans, mais c'est une autre histoire que vous verrez plus tard. Voilà, j'ai fini. Je vais vous présenter, je vais vous mettre sur eCampus un petit bout de code de la fonction log en base 2 avec beaucoup de commentaires dedans, avec beaucoup d'affichages qui permettent de bien comprendre ce qui se passe dans la fonction. Et puis, je vous laisserai essayer, voir si vous voulez mieux comprendre les appels. Mais il faut bien comprendre cet aspect de base de la récursivité, parce que c'est ce qu'on va utiliser beaucoup et dans des contextes beaucoup plus difficiles ensuite. Donc, c'est important de saisir cette notion de récursivité. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.